Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Sophie Durocher à Cube Radio. Bon après-midi, Sophie. Bon après-midi, Julie. Mais avant qu'on se parle, oui? Il faut que tu fasses un traumavertissement. OK. Parce que moi, je suis quelqu'un de très fragile, Julie. Alors, il faut que tu fasses très attention à ce que tu vas me dire. Non, c'est une blague. C'est pour préparer le chemin pour le premier sujet dont on va se parler. Ça met la table pour la prochaine histoire. Et je vais citer notre collègue de la presse, le journaliste de leur bureau d'enquête, Tristan Péloquin. Chaque année, pour mettre en contexte, Sophie, chaque année, il y a des dizaines d'étudiants qui s'improvisent députés à l'Assemblée nationale. Ça s'appelle l'Assemblée parlementaire étudiante du Québec. Et en 2023, il y a une crise qui est survenue. Il y a un participant qui a été expulsé de l'événement. Il n'y a jamais eu d'enquête. Et au moment où il a été expulsé, il n'avait aucune idée de ce qu'on lui reprochait. Je te laisse poursuivre. Écoute, c'est une histoire absolument hallucinante. Et mon très cher mari, que j'adore, Richard Martineau, il utilise souvent pour parler de la jeune génération l'expression « petit lapin ». Les petits lapins fragiles, je pense que dans ce cas-ci, c'est pas juste des petits lapins, c'est des petits lapins écorchés. C'est absolument épouvantable ce qui nous est raconté dans la presse aujourd'hui, parce que comme tu l'as mentionné, il y a un individu X, vu que c'est judiciarisé, je veux pas trop en rentrer dans les détails, mais il y a un individu X qui se fait expulser. On ne sait pas de quoi on l'accuse, on lui dit même pas c'est quoi la teneur des allégations. Les allégations sont faites de façon anonyme. Ce sont des faits qui lui sont peut-être éventuellement reprochés de quelque chose qui s'est passé peut-être il y a 3 ans, mais on n'est même pas capable de dire précisément c'est quoi. Mm-hmm. C'est un cas à la fois de justice expéditive et à la fois un cas de fragilité extrême, parce qu'il y a quelqu'un manifestement qui a eu à un moment donné une crise de panique parce que cette personne-là croit avoir reconnu quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui peut-être lui aurait peut-être fait quelque chose il y a 3 ans. Ça commence à devenir... on est en train de marcher sur des œufs. Et il y a quelqu'un qui en a payé le prix, quelqu'un qui a été expulsé, donc atteinte à sa réputation, diffamation. Cette personne-là, il y a plein de gens qui disent « Ah, ben, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il a été expulsé, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. » C'est tout ce qu'on déteste de cette époque, Julie. Des gens qui sont annulés. C'est la culture de l'annulation qui se mêle également à toute cette espèce de fragilité. La raison pour laquelle je faisais cette petite blague tout à l'heure en disant « Attention avant de me parler », c'est que ce qu'on apprend dans le journal, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a envoyé un courriel à quelqu'un d'autre pour parler de ce dossier-là qui est encore extrêmement nébuleux et mystérieux et qui commence son courriel avec un traumavertissement. Attention, je vais vous parler d'agression sexuelle. Mais dans quel monde on vit que quand tu parles à quelqu'un d'autre d'un sujet qui est nébuleux, t'es obligé de mettre un traumavertissement. C'est complètement... C'est fou dingue. Sophie, l'Assemblée parlementaire étudiante du Québec, c'est très, très connu comme événement. Il n'y a pas eu d'enquête. Les plaignantes n'ont pas été rencontrées. Au-delà de l'histoire, as-tu été étonné du peu de rigueur avec lequel ça s'est fait aussi? Parce que lui a été expulsé. Et même qu'il a continué de subir des conséquences de ça parce qu'il n'a pas pu assister à un autre événement. Il a été banni d'un autre événement, Jeux de la science politique de l'Université de Montréal. Ça a été très traumatisant pour lui. Il y a eu des pensées suicidaires. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas eu d'enquête aussi? Ben, c'est ce qu'on appelle le tribunal populaire. Et dans ce milieu-là, qui est quand même assez surprenant, Julie, parce que je te rappelle que les gens qui participent donc à ce Parlement étudiant, quelle est leur ambition ultime? C'est de se coltailler à la politique. Donc, éventuellement, ces gens-là aspirent à devenir des députés et nous représenter, nous, comme citoyens, à l'Assemblée nationale. Mais à quel point cette justice expéditive, c'est exactement le contraire de ce qu'on fait à l'Assemblée nationale. Comment ces gens-là vont pouvoir étudier des projets de loi alors que eux-mêmes, quand ils font un Parlement étudiant, en 2 coups de cuillère à peau, condamnent quelqu'un? Ben, ils font son procès, son verdict, sa condamnation, puis la peine, tout dans une même journée.
Sans avoir entendu les parties, c'est quand même Audi altera partem, comme disait feu Monsieur Landry. Oui. C'est quand même la base d'écouter ce que les gens ont à dire. Puis qu'est-ce qu'il aurait pu répondre de toute façon? Il savait même pas de quoi on l'accusait entre guillemets, puisque ce n'était que des allégations. Cette histoire-là est épouvantable. Et juste peut-être une dernière chose rapidement. Vas-y, oui. Dans le texte de ce matin, on nous parle de trauma dumping. Alors ça, j'avoue que c'est la première fois que j'en entendais parler. Le trauma dumping, c'est quand tu dis à quelqu'un que tu partages avec quelqu'un un traumatisme que tu as vécu, mais que tu ne t'es pas assuré que la personne à qui tu racontes ton traumatisme est capable d'entendre ce que tu as à dire. Comme là, si je trouve qu'on est en train... Je pense que je suis en train de faire une dépression ou j'en ai déjà fait une. Ce serait du trauma dumping. Donc, toi, tu dis, attends, Julie, moi, je suis pas prêt à entendre ça de ta bouche et je me sens mal. Et ce serait toi la coupable? Je ressens un inconfort. Et ce serait toi la coupable dans cette histoire-là, alors que tu n'as cherché que à partager avec moi quelque chose d'important. Et donc, on dit tout le temps aux gens qui traversent des moments difficiles ou qui ont des problèmes, des soucis passagers ou permanents de santé mentale, l'importance de partager. Ben là, on apprend dans le journal que non, si vous partagez avec quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir, c'est vous le coupable. Et vous êtes coupable de quoi? De trauma dumping. Moi, j'ai l'impression vraiment de vivre dans un monde surréaliste où on essaie constamment de protéger les gens avec du papier bulle. Mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Donc, j'ai l'impression que les gens du Parlement étudiant, qui en plus refusent de parler aux journalistes, mes collègues ont fait des appels. C'est la loi de l'omerta. Ça regarde très mal pour des gens qui veulent devenir députés. Quand tu fais la loi du silence, là, c'est assez étrange. Un manque de transparence assez inquiétant. Dans la foulée de la justice, parce que là, peut-être que justice a été rendue, là, évidemment, il n'y a personne qui va pouvoir remplacer la mort d'un adolescent. Cet adolescent qui a été tué par une femme qui était droguée, Sophie, ivre au volant. Elle avait heurté à mort un adolescent, en plus d'en blesser un autre en 2022. Elle a écopé hier d'une peine de prison de 7 ans. Elle avait un taux d'alcool 2,5, 2 fois et demi au-dessus de la limite permise dans le sang. Et elle était sous l'effet des méthamphétamines. Et c'était pas la première fois non plus qu'elle se faisait prendre. C'était déjà arrivé en 2015. Finalement, c'était un peu prévisible. C'était évident qu'elle allait tuer quelqu'un si on ne lui enlevait pas son permis éventuellement. Absolument. C'est une histoire absolument épouvantable parce que, comme tu le dis, en 2015, elle s'était déjà donc placée en situation de conduire en état elle n'était pas en état de conduire, elle était sous l'effet d'un état d'ébriété. Mais ce qui me tue dans cette histoire-là, c'est quand tu lis le reportage de nos collègues et que ça dit que après avoir tué ce jeune homme et blessé un autre, 8 mois plus tard, elle a encore une fois pris le volant. Et elle s'est fait prendre, parce que peut-être qu'elle a pris le volant plusieurs fois et elle s'est pas fait prendre. Mais 8 mois après avoir tué un jeune, elle est au volant et elle est encore une fois sous l'effet de l'alcool. Et tout à l'heure, je recevais Anne-Élisabeth Lapointe de la maison Jean Lapointe et je lui disais, mais comment ça se fait? Comment on explique ça? Que quelqu'un qui a tué quelqu'un continue quand même à consommer et à prendre le volant après avoir consommé? Et elle disait, évidemment, ce sont des gens qui sont dans le déni. Donc, pas juste dans le déni de dire, ils ne sont même pas capables de se rendre compte qu'eux-mêmes ont un problème, mais le déni de mes actions ont eu des conséquences, j'ai tué quelqu'un. Et, écoute, la dépendance, c'est ça que ça fait. Tu as l'impression que tu es un surhumain, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui t'atteint, tu as l'impression que ce que tu fais n'atteint pas les autres. Donc, c'est absolument terrible. Par contre, ce qu'elle me disait aussi, Anne-Élisabeth Lapointe, c'est qu'une sentence comme celle-là, 7 ans de prison, ça peut quand même avoir un effet dissuasif. On l'espère. Sophie, je suis curieuse de t'entendre. Il n'était pas en état d'ébriété. On l'a plutôt accusé d'aveuglement involontaire. Cet homme d'origine mexicaine qui écope 12 mois de prison, mais dans la collectivité après avoir tué la petite Maria. Ça s'est passé tout près d'ici. Là, c'était en décembre 2022, je pense. 1 an dans la collectivité. Est-ce que tu crois que c'est une peine qui est raisonnable? Écoute, tu me prends un petit peu par surprise parce que c'est pas vraiment le sujet dont je pensais qu'on parlait aujourd'hui. Qu'on te parlerait de ce sujet-là. OK, alors Sophie, j'arrête tout de suite. Je suis vraiment désolée parce que
Voilà, tu sais que mes moments que je passe avec toi sont précieux, donc je voudrais surtout pas parler d'une cause que je connais pas. Tu m'excuseras auprès des collègues. Je savais pas du tout qu'on parlait de ça. Alors, on s'excuse, il y a eu un malentendu. En terminant, Sophie, Robert Miller. Robert Miller qui demande l'arrêt des procédures judiciaires pour des raisons de santé. On lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson. C'était en 96 plutôt. On sait qu'il a été arrêté la semaine dernière pour des crimes. 10 femmes, il aurait... des crimes sur 10 femmes, dont 8 mineurs à caractère sexuel. Le DPCP n'a pas encore eu l'occasion de répondre à cette demande d'arrêt du processus judiciaire, mais le Code criminel et la Charte des droits protègent les droits d'un accusé à une défense pleine et entière. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça, selon toi? Je trouve que c'est un cas passionnant de conflit des droits. D'un côté, il y a le droit des victimes, bien sûr, que leur parole soit entendue, que la preuve qui a été recueillie par les policiers qui ont fait un travail exemplaire, le DPCP qui a mené aussi son enquête pour décider si des accusations étaient déposées ou pas. Donc, le droit des victimes pèse dans la balance. Et puis, de l'autre côté, tu as les droits d'un accusé qui, en effet, tous les accusés dans notre pays ont le droit à une défense pleine et entière. Or, dans le cas de M. Miller, quand on détaille tous ses problèmes médicaux, aurait-il droit à une défense pleine et entière si, quand il se présente au palais de justice, il doit prendre des médicaments à toutes les heures, excuse-moi des détails, mais il est incontinent, donc il faudrait changer ses couches aussi peut-être à toutes les heures. Il est extrêmement endommagé physiquement, son état physique peut-être, nous disent les médecins, ne permettrait même pas qu'il soit déplacé de chez lui au palais de justice. Est-ce qu'on peut penser vraiment, au-delà de ce qu'on pense de l'affaire, tout individu a le droit à une défense pleine et entière. Et dans le cas où quelqu'un risque de mourir simplement en étant déplacé de chez lui au palais de justice, sincèrement, personnellement, je pense pas que justice serait rendue parce qu'il pourrait pas, de toute façon, témoigner en pleine possession de ses moyens. C'est impossible de penser ça dans l'état actuel de sa santé. Donc, c'est un cas extrêmement intéressant si on regarde ça avec un pas de recul, les droits des unes versus les droits de l'autre. Absolument. Mais Sophie, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Merci à toi. À demain. Salut, à demain.